Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. 3 grandes différences entre les pauvres et les riches vis-à-vis de l'immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va dire un petit épisode cliché du genre père riche, père pauvre, mindset entre les riches et les pauvres. Alors évidemment, vous allez le comprendre qu'il faut prendre ces deux notions avec des pincettes. C'est juste pour vous expliquer quel est, entre guillemets, le mindset qui va plus permettre l'enrichissement, qui est plus malin, qui est plus pratiqué par les personnes qui réussissent financièrement, vis-à-vis d'un mindset qui va être plus proche de quelqu'un qui va rester dans la même classe sociale ou que légèrement l'augmenter, mais très peu. Voilà. Donc c'est ça que j'entends par pauvre et riche. C'est pas le cliché de la personne pauvre matériellement. C'est plutôt pauvre dans sa façon de raisonner qui fait qu'elle ne va pas beaucoup s'enrichir. Voilà. Donc je faisais juste ce petit disclaimer pour commencer. Et donc ma grande idée, elle est venue parce que ce week-end, on a passé un week-end avec des copains, on discute beaucoup. C'est des personnes qui gagnent quand même correctement bien leur vie, des cadres plutôt aisés, qui gagnent bien leur vie. Et c'est super intéressant parce qu'ils ont quand même un mindset de pauvre. Vous allez voir, mes pauvres amis. Mais voilà, j'ai pas envie de les critiquer. Du coup, ils font comme ils veulent. Mais c'est super intéressant parce que le fait de discuter avec d'autres personnes, alors que nous, on est complètement immergés dans le milieu de l'investissement immobilier. J'interviewe des investisseurs. Voilà, on est en contact avec de nombreux investisseurs. On voit leur façon de penser. Et en fait, c'est rigolo parce que nos amis, juste dans les faits, ne sont pas des investisseurs aguerris, etc. Ce sont des personnes, entre guillemets, normales. Et donc, à chaque fois, je me retrouve confrontée à des personnes qui n'ont pas forcément avancé dans leur réflexion financière de façon poussée. Tu vois, oui, ils ont un petit peu réfléchi, mais ce n'est pas des gens qui vont exploser les plafonds de l'investissement. Donc, voilà les 3 éléments hyper intéressants que je dégage et qui sont systématiques. Et quand j'y pense, c'est vraiment systématique. 3 grandes différences entre justement les personnes qui ont un mindset qui veut vraiment devenir riche, se développer financièrement, par rapport à la personne qui raisonne un peu comme tonton Jean, le truc basique de la personne qui a peut-être des bases financières quand même correctes, dans le sens où c'est des personnes qui gèrent bien leurs finances, dans le sens où elles perdent pas d'argent, elles jouent pas au casino, elles font pas n'importe quoi, mais elles ne vont pas augmenter en classe sociale. Donc, c'est parti. Vous allez voir, la 3e, elle est particulièrement intéressante parce que j'en ai jamais parlé sur le podcast, mais je vais quand même parler aussi des 2 premières. On va faire dans l'ordre chronologique par rapport à la vie. Donc, c'est parti. La première chose, c'est que les riches vont à fond sur ce qui fonctionne pour eux, alors que les pauvres font, entre guillemets, rien de bien, c'est-à-dire alors, ils font rien de façon performante, mais ils se disent « je vais pas aller trop à fond dans quelque chose parce qu'il faut diversifier ». Donc je m'explique. C'est-à-dire que je ne connais aucun investisseur ou entrepreneur qui soit devenu riche en faisant un petit peu de plusieurs choses. J'ai jamais vu. Voilà, jamais vu. J'ai jamais interviewé ça. Le mec qui fait un petit peu de tout, ou la femme qui fait un petit peu de tout, jamais vu. Voilà, jamais vu quelqu'un qui devient riche en touchant à tout. Je n'ai jamais vu. Voilà, ça n'existe pas. En tout cas, je suis pas au courant. En général, les gens qui deviennent riches, ils se spécialisent. Soit ils deviennent entrepreneurs, soit ils deviennent investisseurs peut-être dans le secteur de la bourse, genre Warren Buffett, soit ils deviennent investisseurs en immobilier et ils enchaînent. Mais je ne connais pas de personne qui ait explosé son plafond personnel en ayant fait un petit peu de bourse, un petit peu d'immobilier, un petit peu d'entrepreneuriat. En fait, ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc,
ce qu'il faut vraiment que vous vous rendiez compte, c'est que c'est bien mignon de vouloir se diversifier, mais on ne se diversifie pas au début. Voilà. Moi, je me diversifierai, entre guillemets, j'aurai ce souci de diversification quand je voudrais stabiliser ma fortune. Mais quand je suis en construction de ma fortune, il faut que j'aille à fond là où je suis bonne, là où je sais faire les choses. Mais je ne vais pas m'amuser à papillonner et à jamais mettre, entre guillemets, le coup de turbo dans les secteurs où je suis bonne. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Essayez de réfléchir. Peut-être que vous m'écoutez là, sur l'investissement immobilier, mais que l'investissement immobilier, ça ne vous intéresse pas. Ou que vous êtes entrepreneur et que vous vous dites « Oh ben non, mais l'investissement immobilier, ça me saoule ». Vaut mieux peut-être être à fond dans l'entrepreneuriat et cartonner en entrepreneuriat. Il y en a qui arrivent à faire ça. Si jamais vous écoutez ce podcast, j'imagine que vous êtes quand même intéressé par l'investissement immobilier, donc foncez en investissement immobilier. Ne vous prenez pas la tête avec vos 10 000 balles en bourse, quoi. Enfin, vous allez avancer strictement à rien de chez rien du tout. Donc, prenez ce temps de vous dire, si je veux vraiment m'enrichir, faut que je sois bonne, au moins dans un domaine, et que je fais à fond ce domaine pendant quelques années, au moins 5 ans, 10 ans. C'est comme ça qu'on peut devenir riche, pas autrement. La deuxième grande différence, c'est que les pauvres attendent avec impatience que leurs biens immobiliers soient remboursés, pendant que les riches s'agacent d'avoir des biens immobiliers avec trop peu de dettes et donc les revendent ou se les rachètent à eux-mêmes pour relever de la dette. Et ça, c'est une différence énorme. C'est-à-dire que quand on a un mindset de pauvre, on a peur de la dette. On a vraiment un imaginaire collectif du « la dette, c'est pas bien ». Et en même temps, je trouve ça plutôt, entre guillemets, sain au début de sa vie, de se dire je vais pas m'endetter pour m'acheter une voiture, je vais pas m'endetter pour m'acheter des habits, je vais essayer de pas, entre guillemets, être redevable et consommer plus d'argent que je n'ai, mais parce que c'est pour des consommables. Alors que, justement, la personne qui a compris ensuite le fonctionnement de l'effet de levier et de la dette, en fait, tout ce qu'elle cherche, c'est de lever le plus de dettes possible tout en achetant des actifs immobiliers notamment, parce que c'est pour ce genre d'actifs que l'on peut lever de la dette. Donc en fait, il faut bien comprendre ça. Si vous avez une logique de pauvre, vous allez systématiquement donc vouloir avoir un prêt sur du court terme, vouloir mettre de l'apport pour emprunter moins, rembourser en anticipé lorsque c'est possible, et s'imaginer que acheter cash un bien immobilier, c'est la grande classe, et que si jamais vous aviez le cash, vous achèteriez des biens immobiliers encore plus. Voilà, ça, c'est typiquement un mindset de pauvre. Et c'est rigolo parce que en général, quand quelqu'un me dit tout de suite une logique de j'ai fait un truc pour avoir moins de dettes, en fait, je comprends tout de suite qu'il n'a pas encore tout à fait intégré le concept de l'effet de levier et que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que le riche, justement, il va avoir ce réflexe systématique d'avoir le plus de dettes possible. Par exemple, il va se dire « Ok, je prends le prêt le plus long, toujours le plus long, avec le moins d'apport pour mettre, évidemment, le plus de dettes possible sur le bien que j'achète. » Il va se dire « Ah non, surtout, jamais je rembourse en anticipé. Au contraire, je vais essayer même de prolonger, voire de suspendre les remboursements pour me refaire de la trésorerie, parce que ça, indirectement, c'est comme si je réempruntais. » Donc, ça c'est un peu technique ce que je viens de dire, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, mais en gros, c'est vraiment un réflexe. Okay, c'est vraiment un réflexe qui est pour moi déterminant. En tout cas, ça me permet de très vite comprendre le niveau, en tout cas le niveau d'intelligence financière de la personne. Alors, j'aime pas trop le mot intelligence, mais disons le niveau de culture financière de la personne. Et typiquement, un riche investisseur, lui, il va plutôt se dire « Ouh là là, attention, sur ce bien immobilier, je n'ai plus assez de dettes, j'ai remboursé déjà beaucoup de capital, donc ma rentabilité sur actif net devient trop faible, il va bientôt falloir que je vende. » Ça, c'est un riche, d'accord ? Le riche, il va se dire « Ouh là là, j'ai plus assez de dettes sur ce bien, c'est pas bien. » Alors que le pauvre, lui, va se dire « Ah, trop bien, j'ai bientôt plus de dettes sur ce bien. » Tu vois la différence ? Et donc, par exemple, la petite astuce, un riche, lui, va préconiser, par exemple, de faire une opération où il va se racheter à soi-même un bien immobilier. Ça s'appelle une OBO. Donc, par exemple, imaginons, nous, on a nos immeubles.
Je sais que c'est prévu là dans les prochaines années, le plus vite possible. En tout cas, c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on traite, c'est de racheter nos 3 premiers immeubles qu'on avait achetés en nom propre, de se les racheter en société pour que nous, on empoche le cash de la revente et qu'on relève la dette de la valeur actuelle de nos immeubles pour relancer la machine de l'effet de levier sur nos immeubles. Parce qu'aujourd'hui, plus on rembourse, plus l'effet de levier devient de moins en moins puissant. Voilà, ça c'est un truc de riche. J'espère que, voilà, peut-être que je vous en ai perdu. Et vous allez voir, le troisième, il va vous plaire. Parce que le troisième, et ça c'est encore un truc, ça va vous bousculer, là. Il y en a qui vont tomber de leur chaise en m'écoutant. En fait, troisième grande différence, c'est que les pauvres construisent un patrimoine immobilier en s'imaginant que leurs enfants seront contents d'avoir de la pierre, alors que les riches préparent leur succession en revendant leurs biens immobiliers vers 60-70 ans. Ça, c'est vraiment rigolo. Alors, c'est peut-être pas votre cas. Ce que je dis, c'est vraiment pour que vous compreniez ces petits mécanismes. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a un mindset de pauvre, alors je suis toujours pas très à l'aise avec cette façon de m'exprimer, mais c'est pas grave, vous comprenez l'idée. En fait, la personne pauvre va se dire « Ah, ben en fait, regarde, je vais acheter ma résidence principale et puis comme ça, mes enfants... Bon, je pense que ça, c'est quand même assez rare. Hein. Des gens se disent bah, « Mes enfants pourront habiter dans ma maison plus tard. » Bon, ça, je crois que ça y est, ça, c'est quand même passé, tu vois. Là, c'est quand même rare quelqu'un qui se dit « J'achète ma résidence principale et mes enfants habiteront dedans. » Parce que bon, souvent, tu as 2 enfants, donc tu te doutes bien que tes 2 enfants, ils vont pas habiter dans ta maison, tu vois, quand ils seront grands. J'espère qu'ils construiront leur propre vie, tu vois. Après, par contre, tu peux quand même le faire, par exemple, pour une résidence secondaire. Oh, tiens, je vais m'acheter un chalet à la montagne. Comme ça, mes enfants, ils seront contents d'aller en vacances dans mon chalet à la montagne. Ce sera un bien patrimonial, familial, qu'ils vont garder sur des années et des années. Voilà, ça, je pense que vous êtes plus capable de faire ce genre de choses. Peut-être que vous êtes aussi capable de vous dire, ah tiens, je vais acheter un immobilier locatif. Comme ça, en fait... C'est bien, ça les met en sécurité, comme ça, même quand ils seront grands et que je serai plus là, ils gagneront des loyers grâce à l'investissement que j'ai fait, donc ça les sécurise. En fait, je vais vous dire un truc qui est vraiment factuel. Statistiquement, je vous avoue, là, j'ai pas pris le temps de demander à ChatGPT la statistique exacte, mais je sais que je m'étais déjà bien renseignée sur le sujet. En général, un bien immobilier ne passe pas de génération. C'est juste un fait, d'accord ? C'est juste un fait. C'est-à-dire que réfléchissez aux biens que vous avez reçus, combien de temps vous allez tenir avant de les vendre. Okay ? C'est juste la vie et le chemin naturel des choses. Parce que, premièrement, les biens que l'on reçoit ou que l'on lègue, à un moment donné, il faut réinjecter des travaux dedans. Quand ils ont été légués à, on va dire, 2 enfants donc, qui sont en indivision sur le bien, c'est-à-dire qu'il y a 2 enfants qui sont propriétaires du bien, 2, 3, 4, peu importe combien vous avez d'enfants. Et bien en fait, ça veut dire qu'ils sont 2 à devoir injecter de l'argent. En général, il y a toujours au moins 1 sur 2 qui n'a pas envie d'injecter cet argent pour rénover, pour remettre au goût du jour, etc. Et qui se dit non mais je préfère empocher le cash parce que j'ai mes projets à moi. Et donc, en fait, c'est juste naturel. Les enfants veulent mener leur propre vie. Ça fait partie du cursus naturel de la vie. Tu vois, un enfant va vouloir après avoir ses propres investissements, avoir ses propres biens immobiliers, sa propre résidence secondaire qu'il va pouvoir mettre au goût du jour à sa façon sans devoir demander l'avis à son frère ou à sa sœur. En fait, c'est juste la nature, elle est faite comme ça. Les biens immobiliers seront revendus par vos enfants. C'est juste un fait. Je sais que c'est une sorte d'illusion qu'on se met parfois en se disant mais non. Et donc un riche, lui, va être malin parce qu'il va anticiper sa succession. C'est-à-dire qu'il va commencer à 60 ans, peut-être un petit peu avant, ou de façon progressive, en tout cas peut-être à partir de 55 ans, il va se dire ok, tout doucement, je vais, on va dire, liquider mon parc immobilier pour le transférer sur des actifs qui sont beaucoup plus facilement transmissibles avec moins de prise de tête. Parce que, typiquement, je sais parfaitement que j'ai du mal à voir mes 4 enfants, en l'occurrence j'ai 4 enfants, se mettre d'accord sur le prix du bien, sur la façon de le vendre. Je me dis, mais ça va juste leur créer de l'embrouille entre eux. Je ne leur fais pas un cadeau en leur léguant des biens immobiliers. En fait, ce n'est pas un cadeau que je leur fais, c'est un cadeau empoisonné. Et
En plus de ça, je suis persuadée qu'ils vont être moins malins que moi pour revendre à un bon prix les biens immobiliers. Il y a des chances parce que malheureusement, on ne sait pas quel est le niveau d'immobilier que les enfants ils vont avoir. Alors j'espère que mes enfants auront un super niveau en investissement immobilier. Mais en tout cas, je vois que dans ce que j'observe, et c'est intéressant parce que dans beaucoup d'immeubles qu'on a rachetés, ce sont justement des personnes d'âge avancé qui préparaient leur succession. Les 3 immeubles qu'on a achetés, c'était ça. C'était des personnes qui préparaient leur succession. Elles avaient compris qu'il ne fallait pas léguer les immeubles entiers à leurs enfants, qu'il valait mieux qu'ils les vendent de leur vivant, qu'ils organisent des donations, etc. Parce que ça allait être mieux vendu et que ça, entre guillemets, enlevait une épine du pied à leurs propres enfants. Voilà. J'espère que ça vous a pas trop perturbé ce que je viens de vous dire. Peut-être que je vous ai déçu parce que vous aviez une super résidence secondaire et que vous vous imaginiez que vos enfants allaient adorer et continuer à y aller, ou bien que vous avez acheté un immeuble et que vous vous imaginez que vos enfants vont le garder et le léguer encore à leurs petits-enfants. En fait, non, statistiquement, il y a de très fortes chances qu'ils vont le revendre. Et très souvent, en fait, vous ne faites pas un cadeau à vos enfants en faisant ça. Et de toute façon, vous avez bien compris qu'un riche, il n'aime pas trop avoir des biens immobiliers sans aucune dette. Donc, entre guillemets, dans tous les cas, théoriquement, un riche revend de toute façon, une fois qu'il n'y a plus de dette dessus, c'est bien immobilier. Voilà. Bon, sauf évidemment les résidences plaisir, mais ça c'est autre chose, évidemment, c'est plus vraiment un actif, c'est un peu un passif, tu vois. Si tu as un chalet en Suisse et qui te coûte des milliers d'euros d'entretien tous les ans, et que c'est juste pour aller faire tes vacances de temps en temps là-bas, quand on est à ce stade-là, entre guillemets, tu sais que tu perds de l'argent avec ce chalet, mais c'est pour le kiff, et puis c'est pas grave si tes enfants le revendent. Mais voilà, mais les vrais actifs, le vrai parc immobilier sera revendu avant mon décès, en tout cas je l'espère, si jamais je vis très longtemps. Sur ce, voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous récapitule donc rapidement. La première chose, c'est que les riches vont à fond sur ce qui fonctionne pour eux et ils ne se soucient pas de cette histoire de diversification en faisant, entre guillemets, tout un petit peu n'importe quoi. En général, ils vont à fond et ils exploitent là où ils sont bons pour devenir riches et c'est que dans un second temps qu'ils vont diversifier. Deuxièmement, les pauvres, eux, attendent avec impatience que les biens immobiliers soient remboursés, alors que les riches s'agacent qu'il n'y ait plus assez de dettes. Voilà. Et troisièmement, les pauvres, eux, construisent un patrimoine immobilier en s'imaginant que leurs enfants vont le garder bien longtemps, alors qu'en réalité, les riches, eux, vont anticiper leur succession en vendant leurs biens immobiliers. Et ils savent très bien que, en réalité, il vaut mieux vendre les biens avant sa mort, parce que c'est plus malin. On vendra plus cher et on rend service à ses enfants. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.